Terrain politique, la meilleure lecture de l'actualité politique de la semaine avec des invités qui font l'actualité. Terrain politique. Sur Sabari FM, Terrain politique, une émission interactive qui fait la revue de l'actualité politique et sociale de la semaine. Terrain politique. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Chaque dimanche, nous recevons un invité avec lequel nous décortiquons l'actualité de la semaine. Terrain politique, tous les dimanches de 10h à 11h30, présenté par Ismaël Kamara, cofondateur de guinétime.com, un site d'information générale guinéen. Terrain politique, on joue pour une bien meilleure compréhension sur Sabari FM. Voilà, il est 10h10 sur la pendule de Sabari FM ici en studio. C'est bien l'heure de votre émission Terrain politique sur Sabari FM, la 97.3 que vous écoutez tous les dimanches matins. Bonjour à vous tous et toutes. Merci de nous préférer. En ce dimanche matin du 12 août 2018, nous avons encore trié sur le volet pour avoir ici même en plateau Monsieur le ministre de la Communication, j'allais dire de l'information et de la communication, Amara Somparé. Et tout ça pouvait être plaisir, aimables auditeurs. Tout à l'heure, si tout se passe bien, puisqu'on a une petite panne technique dans la seconde partie de cette émission, aux alentours précisément de 11h, vous aurez, donc, aimables auditeurs, l'opportunité de poser toutes vos questions et interrogations à votre ministre de la Communication, en lien bien entendu avec les thématiques retenues qui portent entre autres sur la lettre de mission de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Donc ça part de vérité dans la suspension des salaires de certains travailleurs du ministère de la Communication. Par rapport donc à cette question, nous entendrons Monsieur le ministre sur certains détails liés à cette affaire. Voilà, encore une fois, merci de nous pratiquer. Bienvenue aimables auditeurs, et nous disons bonjour à notre invité, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'être venu. Bonjour Ismaël, merci à vous aussi. Alors, bonjour Julde. Oui, bonjour à tous. Ibrahima Julde Diallo. Ouais. Lassana, bonjour à toi. Je pense que tu es administrateur général du site d'information Conakry.info. Merci, bonjour. Toi qui me tiens compagnie tous les dimanches matins ici en place. Merci, bonjour Ismaël, et surtout merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté de venir. Comme tu le sais, et comme tu le sais d'ailleurs, le ministre était beaucoup attendu ici depuis la semaine dernière. Ouais, je dois rappeler compte tenu de l'enjeu, voilà. Effectivement, donc, il était attendu voilà. ici, on l'a pas eu finalement, mais bon. Et c'était dû à des empêchements liés à des obligations régaliennes du ministre de la République. Donc voilà, maintenant qu'il est là, on va aller avec lui, aller sur les sujets évoqués et puis informer le maximum possible les auditeurs, les Guinéens par ricochet, donc de ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est arrivé à ce département stratégique du gouvernement Kassori. Alors je dis bonjour au technicien du jour, Mohamed Kamara, qui donc permet de mettre en onde cette émission. Merci Mohamed. Et sans plus tarder, Monsieur le ministre, comment vous vous sentez ce matin dans ce studio, Monsieur le ministre? Dans le studio, je me sens très bien. Malheureusement, je suis personnellement légèrement souffrant. J'ai un début de grippe. Mais bon, c'est la saison des pluies, c'est normal, hein. Mais on va faire avec. Alors, quand je vous regarde, Monsieur le ministre, je vous vois assez jeune. Et je pense que vous êtes l'un des plus jeunes parmi vos collaborateurs. Est-ce que votre jeunesse peut être un atout ou un handicap au fonctionnement régulier quotidien du département de l'information et de la communication que vous dirigez en ce moment? J'ai toujours considéré la jeunesse des cadres de la fonction publique comme un atout. Parce que quand on est jeune, on a besoin de faire ses preuves, on a besoin de laisser ses traces pour marquer l'histoire. Et donc les jeunes sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus volontaires, beaucoup plus dynamiques que nos aînés qui malheureusement sont arrivés à un stade de leur vie où leur carrière est derrière eux et ils s'apprêtent plutôt à couler des jours tranquilles dans leur retraite. Donc je pense que ma jeunesse c'est plutôt un atout. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. On le verra, on le sentira les jours et mois qui suivent. C'est sûr, c'est sûr. De votre département. Alors, Monsieur le ministre, vous avez été nommé à ce poste stratégique le 25 mai, si je ne me trompe exactement, comme ministre de l'Information et de la Communication. Nous sommes le 12 août.
Et il s'est écoulé, si vous prenez votre calculette, ça fait environ un peu plus de 70 ou 80, je ne sais pas trop. Alors, on n'a pas encore atteint les 100 jours pour nous permettre d'évaluer le bilan du parcours, mais 78 jours pour permettre de savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 78 jours, bien que votre lettre d'émission vous a été assignée le 12 juillet, si je ne me trompe là aussi, monsieur le ministre. Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas attendu la lettre de mission pour me mettre à la tâche, parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai malheureusement hérité d'un département dans un état assez difficile, pour ne pas dire sinistré. Il n'est un secret pour personne que la RTG Boulbinet aujourd'hui est dans un état de délabrement assez avancé. Quand je prenais fonction, les images de la télévision Boulbinet n'émettaient plus. La RKS FM, tant appréciée des populations de Conakry, aussi avait arrêté ses émissions. Le quotidien Auréa n'a de quotidien que le nom, puisqu'il paraît de manière très épisodique. L'agence guinéenne de presse que j'ai personnellement visitée dans ses locaux, malheureusement, se trouvait dans des installations qu'on ne peut pas décrire ici. Et la RTG Coloma, qui est la seule, en fait, qui arrive encore à tenir le gouvernail, aussi a besoin de beaucoup de travaux d'entretien, beaucoup de maintenance. Ces plateaux sont vétustes, elle a besoin d'être rénovée à plus d'un titre. Donc bref, je suis arrivé à la tête d'un département qui nécessitait des interventions extrêmement urgentes. Donc je n'ai pas attendu la lettre de mission. Je me suis mis à la tâche tout de suite et j'ai commencé, bien entendu, par le plus près du département, c'est-à-dire la RTG Boulbinet. Nous avons essayé de rétablir la salle de diffusion qui malheureusement souffrait d'un manque de climatisation, et comme je ne vous apprends rien, les émetteurs quand ils tournent, ils chauffent, et sans climatiseur, on ne peut pas les maintenir allumés. Donc ça a été l'une de mes premières interventions pour que au moins la télévision Boulbinet, qui est la deuxième chaîne, et la radio RKS FM puissent reprendre leurs émissions. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a plusieurs semaines déjà que nous avons repris l'antenne. Malheureusement, il nous manque encore quelques équipements complémentaires pour que des émissions de manière régulière puissent reprendre sur l'antenne. Mais déjà, le signal est reparti, les émetteurs fonctionnent. Je pense que c'est déjà un début de victoire. D'accord. Là, je pense que l'objectif global qui a été assigné à M. le ministre est l'amélioration de l'accès des populations à l'information et à la communication. Et sur ce plan, qu'est-ce que vous pouvez nous poser comme question par rapport à cet accès aujourd'hui? Justement, peut-être que avant d'entrer tout de suite dans les détails de votre lettre de mission, monsieur le ministre, moi je voudrais savoir, est-ce que justement au niveau de cette lettre de mission, est-ce qu'il était inscrit justement des objectifs pour pouvoir, si vous voulez, corriger ces anomalies au niveau de ces agences ou de ces médias d'État? Est-ce que la lettre votre lettre de mission contient justement des tâches allant dans le sens justement de relever ces médias-là? Oui, bien entendu. Écoutez, le département de l'information et de la communication a un certain nombre de services qui lui sont rattachés. Et c'est ceux que je viens de citer, auxquels on peut rajouter la radio rurale de Guinée, qui a un fonctionnement quand même assez particulier parce qu'il met à contribution les communautés à la base. Et par définition, ma lettre de mission s'articule essentiellement autour de la relance de ces différents organes de médias publics, parce que c'est la colonne vertébrale du département de l'information et de la communication. Qui dit information et communication, on doit forcément passer par des médias qui sont les vecteurs de communication au niveau des populations. Donc que ma lettre de mission le dise de manière explicite ou pas, je pense que c'est par définition la mission du ministre en charge de l'information et de la communication. À cela s'ajoute maintenant un certain nombre d'autres missions, parce que qui parle de redresser ces médias publics parle aussi de la couverture nationale, parce que absolument, si les médias émettent, il faut que l'ensemble de la population puisse avoir accès aux informations qu'ils donnent. Et ça, c'est un autre élément de ma mission à la tête de ce département. Oui, justement, monsieur le ministre, c'est vrai qu'un peu plus de 72 heures, c'est pas suffisant pour faire... 72 jours. 70, un peu plus de 78 jours, c'est pas assez suffisant pour pouvoir justement diagnostiquer, faire un diagnostic de tout ce que vous avez trouvé là. Mais ma question va justement se focaliser sur ceci. Vous avez fait l'état des lieux au niveau de l'AGP,
vous êtes allé à la RTG Boulbiné. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que vous avez une idée réelle du taux de couverture de la RTG globalement? C'est-à-dire pour pouvoir justement travailler dans ce qui est contenu dans votre lettre d'émission qui porte justement sur l'accès des populations aux médias. Alors pour un peu compléter sa question, vous êtes venu au département, vous avez fait le diagnostic, vous avez trouvé un taux de couverture sur l'ensemble du territoire national au niveau de la radio et de la télé. Vous êtes venu, ça fait 78 jours, est-ce que vous avez apporté un tant soit peu à l'élargissement de cette couverture ou pas, où on est au statu quo? Bon, le diagnostic que j'ai pu faire au niveau de la diffusion, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle, nous avons un certain nombre de stations d'émission à l'intérieur du pays, 32 pour être exact, en TV et en radio. Et sur ces 32 stations d'émission, quand j'arrivais, seuls 19,52% étaient fonctionnels. Ça veut dire qu'environ 20% de la population à l'intérieur du pays a accès aux émissions télé et radio des médias publics, ce qui est complètement inacceptable. Par chance, mon prédécesseur avait lancé une commande d'émetteurs TV pour essayer de réhabiliter un certain nombre de centres d'émission à l'intérieur du pays. Donc j'ai trouvé à ma prise de fonction 14 émetteurs qui étaient déjà livrés de 500 watts qu'il fallait acheminer à l'intérieur du pays. Plus les 19, hein? Non, pour l'instant, en tout, il y a une commande de 17 émetteurs de 500 watts pour la télé, mais les 14 étaient déjà livrés à mon arrivée. Donc dès le lendemain de la prise de fonction, j'ai fait acheminer les émetteurs à l'intérieur du pays, dans chacune des préfectures concernées, et j'ai envoyé une équipe technique pour vérifier ou pour voir qu'est-ce qui manquait pour pouvoir mettre les émetteurs en fonction. Donc un diagnostic a été fait, il fallait acheter des câbles, des équipements de connexion, des adaptateurs, etc. Et il faut insister ici sur le fait que c'est le président de la République personnellement que j'ai appelé, qui a pris de ses deniers personnels pour acheter les équipements qui manquaient pour que les émetteurs soient opérationnels. Et vous voulez dire qu'il a pris de l'argent dans sa poche pour... Bien sûr. Il a pris de l'argent personnel à lui, il a payé. C'est l'argent public, comme non, pas du tout. Le président de la République a des revenus. Oui, mais écoutez, le budget de souveraineté, non, il ne l'a pas pris dans le budget de souveraineté. Il a pris où? Non, ça, son argent. Ça ne vous regarde pas. Vous ne pouvez pas dire que c'est son argent. Non, attention. C'est la volonté, justement, Faites la part des choses entre ceux qui relèvent de l'argent public et ceux qui relèvent de l'argent personnel. Moi, je suis ministre. J'ai un salaire. Il y a un budget que je gère, mais j'ai mon salaire. Si je prends dans mon salaire pour faire quelque chose, c'est mon argent personnel. Alors, c'était combien? C'était combien? Je n'ai pas besoin de vous donner ces détails-là. Mais ce que je peux vous dire, non, c'était pas une somme extraordinaire, il faut être honnête. Mais c'est le président de la République. Il faut que je salue son assistance parce que personnellement, il m'a aidé. Il m'a dit, écoute, je vais payer moi-même. Parce que le circuit budgétaire était trop lourd. D'accord. Non, laissez-moi terminer parce que vous avez posé une question précise. Donc, les 14 émetteurs ont été transmis à l'intérieur du pays. Et avant la Coupe du Monde, j'ai essayé de voir, en attendant l'arrivée des équipements que le président avait commandés pour moi, qu'est-ce que l'on pouvait activer avec l'existant. Donc une équipe technique s'est réunie au bureau sous la présidence du secrétaire général et ils m'ont dit, écoutez monsieur le ministre, avec ce qu'on a sous la main, et si on fait quelques achats au marché, on peut rallumer Farana, on peut rallumer Kissidougou, on peut rallumer Kerouane, on peut rallumer Mandiana et Boké. Alors, est-ce que ça a été fait. La question, est-ce que par rapport à tous ces efforts-là, vous avez une idée de ce qui a été fait dans le cadre de l'augmentation du taux de couverture? Juste pour savoir, c'est que la touche du ministre sont pas. Non, je peux vous faire une petite statistique rapide parce que quand j'arrivais, si vous voulez, sur les 32 sites d'émission, il y en avait pratiquement 19 qui étaient non fonctionnels, 19 ou 20. Bon, aujourd'hui, on a rallumé Farana, comme je l'ai dit. Donc, vous rajoutez Farana, vous rajoutez Kissidougou, vous rajoutez Kerouane, Mandiana et Boké. 19 plus 5, ça nous fait 24 sur 32, donc on peut facilement calculer le ratio d'augmentation. Bon, j'ai pas terminé cette partie de ma mission parce que je dois aller moi-même à l'intérieur faire la tournée de tous les centres d'émission avec mes équipes techniques, avec les câbles qui sont arrivés que le président a commandés pour nous et les équipements d'installation pour que nous allions concrètement voir ce que l'on peut réactiver sur le terrain. Alors, pratiquement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que toutes les préfectures de la Guinée sont pourvues, en tout cas reçoivent le signal ou les signaux de la RTG? Il faut être très honnête, on ne peut pas le dire.
Il faut être très honnête. Il y a combien de préfectures encore qui sont à la traîne? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il y a 24 ou 25 préfectures dont on peut dire avec certitude que les stations d'émission fonctionnent. Mais il y a un autre problème, parce que installer des émetteurs est une chose, mais les émetteurs doivent être alimentés en énergie. Malheureusement, les centres d'émission, pour la plupart, étaient connectés à l'électricité de Guinée. En tout cas, quand le réseau fonctionnait. Et quand le réseau ne fonctionnait pas, c'était les centres de Sotelgui qui alimentaient en fait les émetteurs de la RTG. Malheureusement, comme vous le savez tous, Sotelgui a arrêté d'exister. Donc, le problème d'énergie se pose avec encore plus d'acuité. Dans certaines préfectures, les émetteurs existent, ils sont fonctionnels, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut trouver du carburant. Non, c'est parce que Sotelgui ne fonctionne plus et c'est Sotelgui qui alimentait avec ses groupes électrogènes les stations d'émission. Mais je ne suis pas favorable. Ces centres ne sont pas autonomes. Non, ils ne sont pas du tout autonomes. Ils étaient dépendants de l'alimentation en énergie électrique de Sotelgui. Mais moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ça. J'ai déjà fait une note dans ce sens au PRG et je voudrais que l'on mette en place un système d'alimentation à énergie solaire. Il faut sortir de ces histoires de groupes électrogènes parce que c'est un gouffre financier pour le département et en plus ça ouvre la porte à tous les détournements et toutes les magouilles en matière de carburant, d'entretien et j'en passe. D'accord. Alors Lansana, justement, monsieur le ministre, dans l'État, moi je peux témoigner pour le cas par exemple de Mamou. Ce problème se posait au moment où justement ces centres dépendaient de la Sotelgui et à l'époque souvent les médias, les journalistes faisaient cas des détournements des carburants, etc. Donc ça n'a même pas été étonnant pour les gens de voir finalement ces centres-là, si vous voulez, fermés, d'autant plus qu'il n'y avait pas de suivi justement par rapport à ces entretiens. Et ils ne sont pas sécurisés. Il faut que je vous dise que c'est pourquoi je veux faire une mission pour aller voir personnellement chaque centre et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il paraîtrait, d'après mes agents sur le terrain, que la gendarmerie a pratiquement abandonné tous ces centres d'émission. Donc nous avons des équipements d'émission à l'intérieur du pays qui ne sont même pas sécurisés. Certains bâtiments ont été vandalisés, les tôles ont été arrachées, bref, c'est terrible, quoi. C'est une catastrophe. Le constat est alarmant. Le constat est alarmant, monsieur le ministre. Peut-être qu'on va revenir un peu au niveau de Conakry pour parler du cas de Oroya. Je pense que voilà, Oroya AGP, mais et Boulbina qui se meurt à petit feu, à grand feu d'ailleurs. Mais justement, Ismaël, puisqu'on a beaucoup à dire, allons-y pas à pas. Monsieur le ministre, quel a été l'état ou quel est l'état dans lequel vous avez trouvé Oroya selon les diagnostics faits par vos services? Alors, le groupe de presse écrite publique Oroya Al-Akbar, parce que c'est les deux journaux qui paraissaient, est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile parce que l'imprimerie qui permettait de tirer le journal Oroya et c'est Al-Akbar ne fonctionne plus. Elle a connu des pannes récurrentes, mais la réalité c'est que c'est un équipement vétuste et qui aujourd'hui est extrêmement difficile à remettre en état. Donc la solution la plus radicale, c'est de trouver une autre imprimerie qui va être installée pour pouvoir produire le journal. Mais au-delà de ce problème d'imprimerie, les locaux même d'Oroya, les locaux même d'Oroya affichent un manque criard d'équipement de travail. Les ordinateurs n'existent pas, donc le personnel s'est plus ou moins démobilisé parce que la rédaction n'a pas d'outils de travail et quand les gens n'ont pas de travail, au lieu de venir au bureau, ils préfèrent aller faire autre chose. Donc c'est un peu la situation dans laquelle j'ai trouvé ces deux journaux et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour remettre Oroya sur les rails, qu'il redevienne le quotidien national qu'on a connu. Alors, à court terme, qu'est-ce qui est prévu, monsieur le ministre, à très court terme, pour que Oroya se réveille un peu? À très court terme, on va essayer de lancer une publication en ligne, parce que pour produire un journal en ligne, on a moins besoin d'investissement, parce qu'on n'a pas besoin d'imprimante. Il suffit juste des ordinateurs, une bonne connexion Internet, les journalistes sont là, ils peuvent produire Oroya pour que le journal paraisse en ligne. Et dans un deuxième temps, on va maintenant réaliser les investissements qu'il faut pour acheter des équipements pour permettre de reprendre l'apparition du quotidien. Est-ce qu'à votre avis, le problème, il est que manque d'équipement, de ceci, de cela, du bâtiment? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'administration aussi, un problème? C'est fort possible parce que
je l'ai dit. Les services ne vous ont pas relevé cet état de fait? Non, je l'ai moi-même signalé. J'ai dit que de toute façon, il y a forcément des problèmes d'hommes, de management. Parce que quand on repart 10-15 ans en arrière, on regarde comment se comportaient ces organes de presse et on les regarde aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une dégradation progressive qui les a conduits dans cette situation de sinistre total. Mais ça, c'est un problème de management. Je suis d'accord avec vous. Et il va falloir corriger le management aussi, c'est sûr. Parce que Orea tel qu'il existe, je pense qu'il peut, à une certaine mesure, s'autofinancer. Il y a assez de publicité, c'est quand même le journal gouvernemental. C'est quand même le quotidien. Non, mais ça fait un moment que, moi, ça fait un moment que je ne vois pas Orea en vente. Oui, bien sûr. Donc, les annonceurs ont boudé Orea, puisqu'il ne paraît pas. Absolument. Ils préfèrent faire leur publicité et leur publication ailleurs. Donc, il va falloir ramener tout ce beau monde au niveau du quotidien, mais il faut que pour cela, on lui redonne une certaine image, que les gens se rendent compte qu'il est publié, au moins en ligne. Et après, les annonceurs... Est-ce que dans votre action, vous prévoyez au moins une restructuration au niveau des ressources humaines? Ah, mais c'est une obligation. C'est une obligation. J'ai d'ailleurs commencé, il y a quelques jours, une vérification des effectifs, qui en réalité est l'aboutissement d'un processus que j'ai entamé dès mon arrivée. Ça a fait grincer un peu des dents. J'ai entendu ça et là que le ministre avait de manière unilatérale bloqué les salaires des travailleurs. C'est un sujet important sur lequel on va revenir tout à l'heure. On va terminer avec ce chapitre-là. Alors, monsieur le ministre, en tout cas, de mon constat, ça fait beaucoup de choses sur quoi justement il faut travailler au niveau de la RTG, au niveau de Orea. Je me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de prioriser à ce jour? Tout est prioritaire. Donc j'essaye de travailler en même temps sur les différents sujets. Je vous donne un exemple. Pour la RTG Boulbinet, comme je vous l'ai dit, on a essayé de rétablir le signal pour au moins continuer les émissions en attendant... Le service minimum. Exactement, en attendant une restructuration complète du bâtiment. Parce que vous devrez savoir que le gouvernement a passé un contrat avec une entreprise chinoise, StarTimes, que vous connaissez, dans le cadre du financement de la numérisation terrestre, financé par Exim Bank. Et dans le cadre de ce contrat, le bâtiment, les infrastructures de Boulbinet doivent être rénovées entièrement et les studios rééquipés et réaménagés. Donc cela fait partie des priorités que je me suis assigné dès que j'ai pris fonction. J'ai fait une première mission en Chine déjà. J'ai fait l'état des lieux avec nos partenaires et tous les documents qui manquaient, en tout cas qui étaient en attente d'examen au niveau d'Exim Bank, je les ai transmis. Ils sont tous arrivés à destination et nous attendons maintenant le retour s'il y a des compléments d'informations ou des explications techniques à apporter pour compléter et boucler ce dossier. Pour que, avec beaucoup de chance, au moment du sommet sino-africain de septembre, le président Alpha Condé sera sur place et je vais faire de lui, en tout cas je vais lui demander d'être mon porte-parole auprès de son homologue pour que le projet soit mis dans les priorités d'Exim Bank et que le financement soit décaissé avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez profité pour mettre dans le même panier le cas de Orea, le cas de l'AGP qui est dans un bâtiment totalement... Non, malheureusement, non, j'ai déjà fait déménager l'AGP. J'ai trouvé des locaux à la cité Chemin de Fer grâce à l'aide des services du patrimoine bâti. Donc là, nous sommes en train d'évaluer les petites retouches de peinture et d'autres qu'il faut faire pour que l'AGP déménage complètement. Ça, c'est au moins un problème qui est déjà réglé. Alors, maintenant, on ne pouvait pas associer en fait ces deux autres structures dans le cadre de la numérisation parce que c'est pas le même objet. Le contrat concernant la numérisation terrestre touche la télé et la radio. Malheureusement, on ne peut pas y adjoindre la presse écrite et l'agence de presse AGP. Peut-être il faut chercher d'autres partenaires pour... Nous en avons trouvé. Nous sommes en pleine négociation aujourd'hui avec la République sœur de Turquie. Vous avez peut-être pu voir sur les ondes de la RTG la signature d'un protocole d'accord il n'y a pas longtemps avec la télévision de la République turque, la TRT. Et nous sommes aussi en pourparlers avec l'agence Anadolu, qui est l'agence de presse turque. Je dois aussi me rendre en France, je crois, le mois prochain pour une conférence, mais je vais profiter de mon séjour pour rencontrer l'AFP et pour renouer le partenariat qui existait entre l'AFP et l'AGP et essayer de remettre tout ça, de dépoussiérer tout ça et remettre les gens au travail. On va sur tout ça là de très près. Lansana, peut-être, qu'en est-il, monsieur le ministre, du statut de la RTG actuellement, puisque cela figure dans votre... Bien sûr. L'émission. Nous avons déjà commencé à travailler sur le sujet. Une première commission, avant que je n'arrive au département, avait planché sur les statuts
de la nouvelle, de la nouvelle organisation que devrait prendre la RTG. J'ai demandé de me ressortir les dossiers. J'ai remis en place une petite équipe technique pour revoir tout ce qui avait été fait et me soumettre un compte rendu pour que nous, ensemble, nous voyons s'il faut compléter ou amender la proposition existante ou la soumettre en l'état. Mais j'ai déjà réveillé le dossier, c'est en cours. Est-ce qu'on a une idée de la période, en tout cas, à laquelle on va passer de ce statut-là au statut d'office? Écoutez, la période, on peut difficilement le dire maintenant parce qu'il y a différentes étapes à franchir. La première, c'est déjà la modification organique. Parce que dans mon projet de cadre organique soumis au président de la République, il n'y a plus de RTG Boulbinet et de RTG Coloma. Pour moi, il y a une seule RTG. C'est la radiodiffusion télévision guinéenne. Il y a une première chaîne et une deuxième chaîne. Donc déjà, c'est une première étape. Parce que pour modifier le statut, on modifie le statut d'une entité juridique, pas de deux. Donc, ce décret est aujourd'hui chez le président de la République. Nous attendons que les décrets soient signés. Et ensuite, nous allons passer à la seconde phase, qui est la définition des documents réglementaires, des documents légaux qui permettront d'asseoir le statut de la RTG en office ou en autre organe que nous allons définir à l'interne. Est-ce qu'on peut s'y attendre d'ici la fin de l'année? J'y compte bien. Je pense quand même d'ici la fin de l'année que j'aurai fini la partie préparatoire et que j'aurai soumis les documents à l'approbation de mes patrons, parce que j'ai des patrons. Bien, donc... Et qu'est-ce qu'il va changer, là, avant de passer la parole? On va donner plus d'autonomie à la RTG. En termes de contenu, en termes de gestion... On va donner beaucoup plus d'autonomie, c'est-à-dire que la RTG aujourd'hui... On va cesser de subventionner la RTG? La RTG aujourd'hui est un service rattaché. Ça ne correspond pas du tout à ce qui est sa mission et à ce qui doit être son fonctionnement au quotidien. Donc nous allons en faire une entité beaucoup plus autonome qui va disposer d'une presque totale indépendance dans la gestion de ses recettes, mais qui va aussi se comporter dorénavant comme une entreprise. Une entreprise qui doit faire rentrer des revenus pour que les choses soient équilibrées. Donc c'est dans cette direction-là que nous orientons la modification du statut de la RTG. Voilà, donc avant de poser certainement ma question qui est relative un peu à la radio rurale de Guinée, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre pour ces actions engagées justement dans le cadre de Oroya et de l'AGP, parce que vous le savez, avant, pourquoi je le dis, il est important de le souligner. Avant son arrivée, on est resté ici plusieurs mois sans voir Oroya sur le marché, comme il l'a dit. Et moi, j'ai eu des témoignages comme quoi il y a des institutions internationales ou de la sous-région qui sont en Guinée, qui, lorsqu'ils veulent, elles veulent faire des publicités, par exemple, ou des communiqués, elles demandent d'abord est-ce que Oroya existe. C'est à défaut d'Oroya qu'on envoie le communiqué ailleurs. Donc, si je vois des élans allant dans ce sens-là, je pense qu'il faut saluer. Et la Côte d'Ivoire, les autres pays à côté, tous les jours, les gens ont leur quotidien le matin avant d'aller au bureau, comme vous le savez. Fraternité matin. Ou le soleil, vous le savez, monsieur le ministre, plus que moi. Donc, votre élan pour aller dans ce sens-là est à saluer. Maintenant, je pose la question sur la radio de la Guinée. C'est une pression de plus, monsieur le ministre. Hein, je sais, j'ai compris le message en filigrane. C'est une pression donc, de plus. Cette fois-ci, à ce qui concerne la radio de la Guinée, monsieur le ministre, vous le savez aussi plus que moi, je me rappelle quand on vient à l'intérieur du pays, c'est grâce à ces radios rurales que nos parents quand même comprennent mieux, ou en tout cas ont accès au journal parlé, parce qu'il y a une synchronisation et après les langues nationales ont traduit pour les populations et ça permet justement aux populations de comprendre justement ce qui se passe du côté de Conakry. Et donc cela étant, on s'est dit que les radios rurales ont aussi un rôle important à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions, justement, qui sont orientées dans le cadre de la restructuration de ces radios rurales et surtout faire en sorte que ces radios puissent être de plus en plus proches des populations à l'intérieur du pays? Vous savez, le cas des radios rurales est un peu spécifique parce que les radios rurales fonctionnent sur la base d'une combinaison de l'apport des communautés, à la base, les communautés bénéficiaires et de l'État à travers la Direction générale des radios rurales. L'État met à disposition les cadres, les techniciens qui, en fait, animent ces radios et les communautés se chargent sur leur denier propre d'acquérir les équipements qui permettent à la radio de fonctionner. Aujourd'hui, c'est un modèle qui peut-être doit être toiletté. Nous avons engagé une réflexion sur le sujet et nous allons faire appel à des partenaires parce qu'il y a déjà des organismes internationaux qui accompagnent le ministère dans ces opérations. Parce que comme vous l'avez dit, les radios rurales sont des radios de
d'extrême proximité. Ouais. Ce sont des radios qui jouent un rôle extrêmement important dans la prévention des conflits et ce sont des radios qui permettent, ou en tout cas qui contribuent à la désintoxication des populations à l'intérieur du pays. Donc elles sont extrêmement importantes dans le dispositif d'information de la population guinéenne. Nous y travaillons, la réflexion est déjà en cours et comme vous l'avez dit, comme je l'ai rappelé, tout est prioritaire chez moi, mais il y a beaucoup à faire en un laps de temps très court. Jules, une dernière question avant qu'on glisse sur le second volet de cette émission. Alors, monsieur le ministre, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est le contenu des programmes de la RTJ. Je ne sais pas, depuis votre arrivée, si vous avez eu à échanger avec l'actuel directeur pour essayer quand même de revoir un certain nombre d'aspects au niveau du contenu du programme. Parce que le constat révèle à ce jour que rares sont les Guinéens quand même qui s'intéressent au programme de la RTJ. J'ai mis en place... C'est un constat amer, hein? Oui, c'est un constat. Vous l'avez fait aussi, monsieur le ministre, ce constat, vous l'avez fait? C'est un constat réel. C'est un constat réel. Et comme je le dis toujours, pour corriger un problème, il faut d'abord en prendre conscience. Il ne faut pas nier l'évidence que beaucoup de personnes aujourd'hui ne regardent la RTG qu'à 20h30 pour voir ce qui se passe dans l'actualité nationale et passe à autre chose. Donc il faudrait qu'on ramène les personnes vers la RTG. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Il faut que la RTG évolue parce que le paysage audiovisuel guinéen a évolué. Quand nous étions plus jeunes, il n'y avait que la RTG. Donc les gens n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, les gens ont un choix énorme de programmes télévisés. Donc si la RTG n'évolue pas dans sa grille des programmes, n'évolue pas dans l'offre de programmes qu'elle présente aux téléspectateurs, malheureusement, elle va perdre beaucoup de d'audimat. Donc lundi, en conseil de cabinet, j'ai mis en place, non, c'était pas lundi, il y a 2 semaines, j'ai mis en place une commission qui va me faire une proposition pour une évolution, ou en tout cas une mise à jour de la grille des programmes de la RTG. Donc j'attends le résultat de cette commission qui est présidée par Elhadji Fodebouya Fofana, que vous connaissez tous, qui est le directeur du centre de formation interne et du studio école. Donc cette commission va travailler, ils sont déjà à la tâche et je pense que lundi prochain, au prochain conseil de cabinet, pour nous présenter quelque chose. Alors, monsieur le ministre, est-ce que dans le même cadre, monsieur le ministre, est-ce que vous avez évoqué le cas spécifique du JTE de 20h30? Parce qu'il y a quand même qu'à ce niveau, nous constatons souvent des éléments, un seul élément qui fait carrément tout le journal. Et à mon sens, non, je pense ça que c'est très rare. C'est un constat, monsieur le ministre. C'est très rare. Qu'un seul élément constitue tout le journal. J'ai dit à peu près un seul élément. Non, quand un élément prend 10 minutes dans un journal, monsieur le ministre, c'est pas professionnel. Je vais vous dire quelque chose. En toute objectivité, le JT guinéen, le JT de la RTG est l'un des meilleurs JT de la sous-région. Regardez de temps en temps les journaux télévisés qui passent sur les autres chaînes, la RTS au Sénégal, ou l'ORTM au Mali, ou la RTI en Côte d'Ivoire. Vous verrez que notre journal télévisé n'a pas du tout à rougir devant les confrères de la sous-région. Si pourtant, monsieur le ministre, quand l'actualité, on n'est pas d'accord, hein? Exige, oui. Non, je suis pas en phase quand même avec vous à ce niveau. Moi, je vous dis que nous n'avons rien à envier. Nous n'avons rien à envier en matière de journal. Monsieur le ministre, au niveau du journal, la technicité du journal, je suis désolé, nous n'avons rien à envier à qui. J'insiste là-dessus. Je parle pas de technicité. Vous parlez de quoi? Il y a une question de timing des éléments dans le journal dont il faut tenir compte, monsieur le ministre. S'il vous plaît. La ligne éditoriale, c'est un média public. La ligne éditoriale est de la responsabilité du département que je représente ici. Et quand un élément de l'actualité, qu'il soit, parce que je sais ce que vous voulez dire, vous voulez pas, je ne le dirai pas tant que vous ne le direz pas vous-même. Je sais ce que vous voulez dire, mais quand l'actualité politique ou l'actualité nationale exige qu'un élément prenne 30% voire 40% du journal, j'assume entièrement cette responsabilité. Nous le ferons et nous continuerons à le faire. C'est des éléments de souveraineté? Exactement. Et je l'assume pleinement. Alors, il y a l'autre aspect que je veux. Ah, ça, je l'assume pleinement. Il y a l'autre aspect que je veux. Le peuple doit être informé des actes de souveraineté et donc je l'assume pleinement. Là, c'est bien dit. Au moins, c'est clair. Vous l'assumez, mais il y a d'autres professionnels quand même qui travaillent avec vous. Nous savons que vous n'êtes pas professionnel du domaine, vous n'êtes pas des médias, mais il y a d'autres
professionnels des médias qui travaillent avec vous, et je pense que ce serait très mal vu et pour ceux-là. Alors l'autre question que très mal vu pour qui? Très mal vu pour les professionnels du média qui travaillent. Mais c'est pas eux qui définissent la ligne éditoriale. Je suis d'accord. Attention, avec vous. Alors c'est un média public, je vous le rappelle encore une fois. C'est un média public, voilà. Et je fais le même constat en dans France, les autres chaînes. Ça se passe de la même manière. J'ai passé toute ma vie pratiquement en France. Quand vous regardez France Télévisions, je suis désolé, la ligne éditoriale de France Télévisions est définie par le président du groupe France Télévisions. Et France 2 ou France 3, quand il y a des événements à couvrir de souveraineté, je suis désolé, même si ça prend la moitié du journal, ils le font. En direct peut-être. Non, même en différé. Alors, on va évoluer, monsieur le ministre. On va évoluer. L'autre question que je voulais vous poser, c'est justement par rapport à l'équité des personnalités politiques, leur passage au niveau de la RTG. C'est un volet politique sur lequel on va revenir. Non, on va y revenir. On va y revenir. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais là, c'est moi qui commande maintenant. Alors, on va passer à la suspension de certains travailleurs du ministère de la Communication qui est intervenu il y a quelques jours. La suspension ou bon, je sais pas sur les salaires. Bon, vous avez été les salaires. Les gens sont très mal informés. Que s'est-il passé, monsieur le ministre? Les gens sont très mal informés. Lors de ma passation de service, j'ai hérité d'un effectif global de 1050 agents répertoriés. Sur un budget 2018 de 56 milliards, la masse salariale représente près de 27 milliards, ce qui est pratiquement la moitié du budget du département. En bon gestionnaire, lorsque l'on veut réduire les charges, on commence par le poste le plus important. Donc, je me suis dit qu'il fallait d'abord procéder à une vérification des effectifs pour voir si effectivement ces 1050 personnes répertoriées travaillaient effectivement tous pour le département, ce qui est un acte de gestion normal. Parce que ce qui m'a amené à faire cette vérification, c'est que lors de ma tournée dans les différents services, j'ai constaté que les personnes que je voyais, il n'y avait pas autant de travailleurs que ça. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on m'a présenté, notamment à la RTG Coloma et à Boulbinet, une liste pléthorique de stagiaires. Il y a près de 300 et quelques stagiaires qui sont dans une précarité totale, qui n'ont pas de situation et qui sont rémunérés que de manière épisodique. Donc je me suis dit, écoutez, là il y a quelque chose à faire. Parce que si on a 1050 agents et qu'on a plus de 300 stagiaires, c'est qu'il y a un problème. Donc il fallait procéder à une vérification des effectifs, savoir combien de personnes travaillent effectivement pour les services du département, et si jamais on arrivait à découvrir des doublons ou en tout cas des fictifs, il faut appeler un chien par son nom, ça allait nous permettre de dégager de la marge pour pouvoir recruter les stagiaires qui sont aujourd'hui en fonction dans les différents services du département depuis 5 ans pour certains. Nous allons permettre de les régulariser et de les donner pleinement le travail qu'ils font déjà de manière quotidienne. Donc, cette vérification a commencé dès mon arrivée, mais elle prend du temps parce que j'ai demandé d'établir les listes de tout le personnel. Ensuite, j'ai demandé aux responsables des départements de me faire parvenir les listes des effectifs par service. Nous avons croisé déjà cette première information. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de faire la vérification ou le croisement de ces effectifs répertoriés et des états de paye. Alors, nous avons commencé par la paye au billettage. Malheureusement, l'information a été très mal transmise par le service des ressources humaines et le billetteur a commencé à payer les gens dès le lundi sans pour autant tenir compte des instructions de vérification que j'avais données. Alors le lendemain, je leur ai dit suspendez la paye, mettez en place les fichiers de contrôle et ensuite vous reprenez la paye. C'est ce qui a été fait. Donc en réalité, personne n'a été bloqué. Personne n'a été suspendu. Nous avons tout simplement instauré un mécanisme de contrôle avant de payer un individu. C'est-à-dire que toute personne qui est sous l'État doit se présenter avec la copie de sa pièce d'identité, la copie de son acte d'engagement et venir ensuite se présenter au service en personne, émarger pour être payé. C'est tout. À ce jour-là, la paye est donc effective. Ils ont fini de faire la paye. Je crois qu'ils m'ont fait un rapport le jeudi soir.
Sur les effectifs qui sont au billetage, il y en a à peu près 344. Pour l'instant, seule j'en ai découvert un certain nombre de fictifs, bien entendu. Je m'y attendais, notamment même des personnes décédées qui continuent à être payées, ce qui n'est pas du tout normal. Il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas pu récupérer leur salaire parce que, bien entendu, elles n'ont pas été identifiées. Bref, j'ai un rapport détaillé sur la paie au billetage. Donc, ce processus va continuer. Et il va prendre un certain temps, parce que c'est une vérification qu'il faut faire de façon minutieuse. Donc nous allons prendre jusqu'au mois de décembre s'il le faut, mais nous allons répertorier et vérifier qui travaille pour quel service. Et après, nous pourrons... À date, il y a combien d'effectifs? Comme je vous l'ai dit, sur le billetage, il y a 304. Il y a 200 personnes, malheureusement, 144 personnes qui ont été payées le premier jour, sans vérification. Donc, le mois prochain, nous allons reprendre. Donnez-nous les statistiques, monsieur le ministre. Vous avez combien de travailleurs au niveau du département de la communication? Non, comme je vous l'ai dit. Tous services confondus à ce jour. Combien? 1050 répertoriés. Et les stagiaires, il y en a près de 350 à peu près. D'accord. Et quel va être le sort de ces stagiaires qu'on appelle stagiaires éternels là, qui ne reçoivent même plus pas de prime? C'est ce que je vous explique. Une fois qu'on aura fait la vérification des effectifs, je suis sûr que nous trouverons beaucoup de personnes qui sont payées chez nous mais qui ne travaillent pas ou qui n'existent pas. Donc ces places dégagées vont permettre de régulariser les stagiaires qui auront été les plus assidus et qui auront développé les meilleures compétences. Nous allons leur donner des contrats de travail et éventuellement les enrôler à la place de ceux qui ne font pas le boulot. Oui. Parce que ce qui m'a le plus étonné quand je suis allé visiter la RTG Coloma, même pas une fois, parce que je vais de temps en temps passer du temps avec les cadres là-bas, j'étais en conférence de rédaction pour le JT et le rédacteur en chef m'a expliqué qu'il a mis en place un prix qui récompense tous les mois le meilleur reporter. Et que parfois, il lui arrive d'avoir 3 stagiaires en compétition pour le prix du meilleur reporter. Ça veut dire que les titulaires, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils ont complètement disparu des radars. Et c'est pas normal qu'on fasse travailler des gens qui sont aujourd'hui, qui ont développé une certaine compétence et qu'on les laisse dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'à ce jour, vous vous êtes rendu à l'évidence quelles sont les personnes justement qui bénéficiaient de ces salaires qui étaient destinés aux personnes qui n'existent plus? Les vérifications sont en cours. Je pense qu'il est prématuré aujourd'hui de tirer des conclusions. Nous n'avons fait qu'un seul mois de vérification et uniquement sur la paye au billetage, ce qui est insignifiant parce que je vous l'ai dit, sur 1050 personnes, il y a 344 qui sont payés au billetage. Ça, c'est pas la totalité, c'est même pas la moitié. Donc c'est au niveau du virement qu'on aura encore plus de découvertes à effectuer. Et ça, je m'apprête à le faire pour les mois qui viennent. Mais monsieur le ministre, il y a que l'État même avait engagé aussi un recensement biométrique. Ces résultats-là existent. Alors on se demande bien comment, après justement ce recensement biométrique, qu'on retrouve encore des fictifs au niveau de votre département. Ça, mon cher Amir, c'est au ministre de la fonction publique qu'il faut poser cette question. Malheureusement, je ne peux pas parler à sa place. Alors, monsieur le ministre, parlant justement de ces fictifs, je me demande quelle est la somme que vous avez pu récupérer sur les salaires normalement qui étaient destinés à l'ensemble des travailleurs qui relèvent de votre département. Encore une fois, je vous le dis, c'est un peu trop hâtif pour tirer des conclusions. Ce que je sais, c'est qu'environ sur le billetage, des sommes qui étaient... Il y a les personnes qui ont été payées ne sont pas des fictifs. Ce sont des personnes qui relèvent de notre département, mais qui ne sont pas postées. En réalité, il y a une bonne partie qui ne sont pas postés. C'est-à-dire qu'ils émargent chez nous, ils sont payés chez nous, mais ils n'ont pas de travail. Donc, je les ai fait convoquer lundi. Ils sont au nombre de 12 ou 13, je crois. Il y a une autre série de personnes qui ont leur nom dans nos livres, mais que personne ne connaît. Et pourtant, ils sont payés au billetage. J'ai demandé de me les convoquer aussi pour le mercredi. Donc, l'idée c'est... Pas que personne ne le connaît. Il y a les services qui payent non, mais quand moi je demande à mes responsables, je demande à mes responsables du cabinet, ils ne les connaissent pas. Donc, j'ai dit, faites-les venir. Oui. Moi, je vais les rencontrer parce que les 12 qui sont non postés, j'ai du travail à leur donner. Ah, oui. Ils vont m'amener leur CV. S'ils sont en fonction de leur profil, on va leur confier du travail. Moi, mon idée, c'est pas de chasser les gens. C'est de clarifier qui est qui et qui fait quoi.
pour qu'on sache combien de personnes on gère et qui peut nous assister dans la mission que le président nous a confiée. Moi, mon idée, c'est de mettre tout le monde au travail. Je ne veux pas qu'on paye des gens qui ne font rien ou qu'on paye des gens qui vont officier pour d'autres services, d'autres départements et qui viennent émarger chez nous. Si quelqu'un est payé chez moi, il faut qu'il travaille pour moi. C'est très simple. Monsieur le ministre, l'une de vos missions est aussi de définir une stratégie de communication et d'information publique. Alors cela me ramène à la communication du gouvernement de la République. Aujourd'hui, on a l'impression que la parole du gouvernement est lourde à porter, étant donné que on n'entend presque pas parler le porte-parole du gouvernement, Aboubacar Sila en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe? Bon, encore une fois, la communication gouvernementale est une chose assez stratégique et qui incombe en réalité au ministère de l'Information et de la Communication. Le maître d'œuvre de la communication gouvernementale, c'est le département que je dirige. Le porte-parole, le ministre d'État chargé des Transports, porte-parole du gouvernement, est un instrument de la communication gouvernementale. Il ne résume pas à lui seul la communication gouvernementale. Il faut faire très attention. Un porte-parole, c'est quelqu'un qui porte les messages du gouvernement face à l'opinion publique, à la presse nationale et internationale. C'est ça un porte-parole. Mais la communication va au-delà, la stratégie de communication va bien au-delà du porte-parole là. Sauf qu'on a l'impression que la mission du porte-parole de maintenant se résume à la lecture du communiqué final du Conseil des ministres. C'est ce qu'on voit. Tout simplement parce que bon, peut-être que il a décidé, c'est-à-dire, je ne peux pas parler encore en son nom. C'est à lui qu'il faudrait poser cette question parce que c'est lui seul qui pourrait vous dire pourquoi il ne communique pas chez vous ou ailleurs. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Mais ce que je sais... Pas chez nous seulement. Oui. On l'entend moins. Ça, je vous invite à lui poser la question parce que comme c'est... On l'appelle plusieurs fois, il ne décroche pas. Ah, bon, il faudrait peut-être il faut lui envoyer une correspondance alors. Ce qui est sûr, c'est que la mise en œuvre de la communication gouvernementale incombe à mon département. Et j'ai déjà préparé... Alors, qu'est-ce qui est fait pour rehausser cette image puisque le porte-parole ne communique pas? Non, j'ai préparé une ébauche de plan de stratégie de communication gouvernementale pour dépoussiérer tout ça et réorganiser la façon dont la communication gouvernementale va fonctionner. Aujourd'hui, ce document, je l'ai envoyé à mon homologue des transports, qui est en même temps le porte-parole, pour qu'il me donne son avis sur le document, ce qui est tout à fait normal. Et une fois que nous aurons recueilli tous les avis pertinents, ce document sera présenté au Conseil interministériel. Voilà. Monsieur le ministre, pourquoi j'en parle? Parce que même la cellule de communication qui est censée être du ressort du porte-parole du gouvernement ne fonctionne presque plus. Le site ne s'ouvre presque pas. Non, mais les communiqués sont envoyés. Non, les communiqués passent. Mais même ça, ce n'est plus comme par le passé. On était prompt à envoyer le communiqué dès que c'est fait. Maintenant, il faut attendre des heures et des heures pour qu'on reçoive les communiqués. Le site du gouvernement, quelquefois, on a envie de fouiller dedans, mais ça ne s'ouvre pas. Quelquefois, ça s'ouvre. Quelquefois, ça ne s'ouvre pas. Allez sur le site du département de la communication, il est tout nouveau. Lui, il fonctionne bien. Monsieur le ministre, toujours parlant de... infocommunication.gov.gl. Il y a pas de souci. Voilà, moi je vis souvent sur ce site. Donc on va faire blackout sur le... Monsieur le ministre, pour parler encore plus de la communication du gouvernement, il se trouve que à un moment donné, le président de la République, ça c'était bien avant votre arrivée, avait demandé quand même que les ministres communiquent. Il avait dit aux médias qu'ils feraient en sorte que les ministres puissent tenir des conférences de presse, puissent communiquer largement dans la presse privée notamment. Il se trouve qu'aujourd'hui on ne ressent pas cela parce que quand les journalistes se rendent dans des départements pour demander des interviews, c'est franchement si vous avez des connaissances directes avec le ministre ou ses services que vous obtenez, sinon vous n'avez aucune chance, quel que soit votre média ou en tout cas votre attente, vous n'avez aucune chance d'avoir accès justement à ces services-là. Est-ce que vous êtes en train de travailler à ce niveau-là pour que vos collègues puissent être prêts, je dis pas de communiquer n'importe comment, ou en tout cas dans des radios influentes, quand même, on le voit souvent, mais quand même qu'ils puissent être prêts vraiment à répondre aux questions des journalistes, que ce soit par écrit ou en tout cas que ce soit par des interviews directes. Mais justement, le document dont je viens de vous parler, c'est un document de stratégie globale qui intègre tous ces aspects. Par exemple, en ce qui concerne les chargés de communication, qui se trouvent aujourd'hui détachés au niveau des départements ministériels, normalement, tous ces chargés de communication devraient travailler
travailler en synergie et en bonne intelligence avec le ministère chargé de la communication. Le porte-parole, la cellule de communication, tout cet ensemble devrait travailler de façon fonctionnelle pour que la communication gouvernementale soit cohérente et homogène. Donc la stratégie sur laquelle j'ai travaillé, qui est un document de plus d'une dizaine de pages, qui est actuellement soumis au porte-parole pour avis et commentaires, va répondre à toute cette problématique, pour que nous mettions en place une façon de communiquer au niveau du gouvernement et que chaque département ministériel s'approprie de cette stratégie et comprenne comment désormais nous allons pouvoir fonctionner avec les médias publics et privés. Et d'ailleurs, dans cet esprit, je suis en train de créer un cadre de concertation permanent entre la presse publique et la presse privée, sous l'égide du ministère de l'Information et de la Communication, pour permettre justement de mettre toutes ces questions sur la table, qu'on en discute ensemble et qu'on trouve les meilleures solutions qui permettront à chacun de pouvoir faire son travail en bonne intelligence. Alors, vous nous tendez la perche, monsieur le ministre, et nous nous rappelons justement que vous avez récemment rencontré la presse publique et privée. J'en parlais tout de suite avec Ismaël. Et depuis la rencontre, on se pose la question de savoir quelle est la suite que vous avez donnée à cette rencontre, ou vous comptez donner à cette rencontre. La mise en place que j'avais promis, la mise en place d'un cadre de concertation permanent avec la presse privée. C'est pas un travail simple, parce qu'il faut il faut créer le cadre normatif qui va permettre à ces rencontres de pouvoir s'organiser. Donc à date, les termes de référence sont finis, le projet d'arrêté de création est terminé, le projet de règlement intérieur est terminé. J'ai demandé vendredi au conseiller chargé de la presse de me faire un projet de lettre de transmission de ces différents textes aux organes chargés de la presse privée, Urtelgui, l'APAG, AGPI, pour que chacun lise les documents, fasse des commentaires et des observations que nous allons prendre en compte pour que le cadre que nous allons mettre en place soit un cadre vraiment participatif, que chacun s'y retrouve. Pour qu'on puisse s'asseoir autour de la table et discuter, il ne faut pas que vous vous sentiez exclu dans la façon dont les règles du jeu ont été définies. Donc ce jeu de documents va être transmis probablement lundi ou mardi à l'ensemble des organes de la presse et le syndicat des journalistes aussi, qui doit être membre du cadre de concertation, pour que nous ayons en retour leurs avis et commentaires, et que dès que tout cela sera fait, la présentation des documents finaux sera faite en conseil interministériel, et après je pourrai signer l'arrêté de mise en place du cadre de concertation. Donc ça avance très bien, je vous rassure. On a été un peu ralenti par la crise sociale que nous venons de traverser, mais on a repris le train, et le train est sur les rails. Bien, d'accord. Je pense que c'est des bonnes nouvelles, monsieur le ministre. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'accès, n'est-ce pas, des citoyens à l'information publique. Je crois qu'il y a même une loi, même si par endroit on me dit que elle n'a pas été encore promulguée, mais qui avait été adoptée par le CNT à l'époque. De toutes les façons, aujourd'hui, en Guinée, on a l'impression que le citoyen, je ne parle pas cette fois-ci des journalistes, des professionnels, mais le citoyen n'a pas tout à fait accès à l'information publique lorsque un citoyen lambda veut avoir des infos, soit à la mairie ou dans un département ministériel. L'accès n'est pas toujours facile, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes conscient de cet état de fait, et est-ce que vous allez aussi travailler dans ce sens-là? Là, vous posez deux problèmes différents, je pense, dans une seule question. Est-ce que vous parlez de l'accès à l'information pour les journalistes que vous êtes, lorsque vous faites des enquêtes, ou vous faites des papiers, vous voulez avoir accès à des chiffres, à des données, ou est-ce que vous parlez de l'accès que tout citoyen lambda pourrait solliciter au niveau de l'administration centrale pour avoir accès à des documents? C'est ça. C'est lequel des deux? Il s'agit de la loi d'accès à l'information publique, qui a quand même été votée à l'Assemblée, par le CNT, et qui peine encore à être matérialisée sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que je pense que les textes d'application de cette loi n'ont pas été pris. Voilà. Donc je pense que pour qu'une loi soit facilement applicable, il est très souvent nécessaire de mettre des textes d'application en place, et ensuite de communiquer largement dans les deux sens. Au niveau de l'administration qui doit mettre à disposition l'information publique, et au niveau des citoyens qui recherchent cette information. Donc ce travail doit être fait, et je pense que le cadre de concertation que nous sommes en train de mettre en place pourrait être l'une des plateformes de discussion les mieux indiquées pour régler ce type de questions. Parce que non seulement vous, les journalistes, vous avez du mal à accéder à certaines informations, et au-delà de vous, les citoyens aussi peinent parfois à avoir accès à des informations toutes simples. Donc
il y a un travail qui doit être fait. Nous allons ressortir tous ces textes des tiroirs, les dépoussiérer un peu, parce que cela fait partie des missions aussi que je me suis assigné, c'est de rafraîchir, d'actualiser et d'harmoniser le cadre normatif de tout ce métier de journaliste, de spécialiste de l'information, etc., qui relève du département de l'information et de la communication. Alors, tout à l'heure, mon collègue Guldé évoquait donc l'équité dans l'accès à l'information publique au niveau des personnalités politiques. Alors, peut-être le sujet précis, l'accès des médias aux partis politiques, c'est de ça qu'il s'agit, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, à votre avis, quand vous êtes venu, quel est le constat que vous avez fait et quels sont les efforts que vous comptez faire pour que tous les Guinéens, y compris les hommes politiques, aient accès aux services de médias publics sans discrimination? C'est d'ailleurs, pour ne pas rappeler, monsieur le ministre, qui le sait plus que nous, l'un des points de revendication de l'opposition aujourd'hui, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas accès tout à fait aux médias publics, mais surtout que leur message ne passe pas. La fois dernière, si vous avez écouté le président, c'est lui, il l'avait dit. Et je pense que ce point reste encore maintenu, même si d'autres efforts ont été justement consentis par le gouvernement, mais ce point-là, l'accès aux médias publics reste à il y a encore des efforts à faire. Voilà. Bon. Personnellement, et en tant que responsable de cette administration, je dois me limiter aux faits. J'ai regardé les textes existants, j'ai regardé les procédures qui régissent le fonctionnement de la RTG, et je n'ai vu nulle part une interdiction formelle ou une limitation de l'accès des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou autres, aux médias de service public. Ce n'est écrit nulle part. Deuxièmement, dans les faits, je n'ai jamais été saisi, en tout cas pour l'instant, d'une demande émanant d'un leader politique de l'opposition qui souhaiterait une couverture d'un de ces événements et que nous ayons opposé une fin de non-recevoir. Ce n'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces positions-là. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons développé dans ce pays une sorte de dichotomie qui, pour moi, n'a pas de sens. Les médias de service public sont des médias du pouvoir et les médias les médias privés sont des médias de l'opposition. C'est comme ça que tout citoyen guinéen raisonne aujourd'hui, même si cela n'est pas vrai. Donc, le cadre de concertation que je veux mettre en place, c'est exactement pour essayer d'aplanir ou en tout cas de faire disparaître ces a priori qui sont pour l'essentiel sans fondement. Pour le reste, j'encourage les leaders des partis politiques, qui soient de l'opposition ou autres, à venir vers la RTG et à demander la couverture de leurs événements. Parce que pour que la RTG couvre un événement, il faut en faire la demande. Pour avoir accès aux médias, il faut en faire la demande. Jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas reçu de demande de leur part. Et l'antenne leur a jamais été fermée, jamais interdite. En tout cas, aucun texte ne le dit. Peut-être, monsieur le ministre, il y a les interviews, Dieu le permet, il y a les interviews que les hommes politiques reçoivent, ils interviennent quelquefois, mais il se trouve que quand vous prenez l'Assemblée générale des partis politiques, est-ce que vous ne vous êtes pas demandé une fois pourquoi le RPG ont fait passer l'Assemblée générale, alors que l'UFR ou l'UFDG ou les autres partis, ça ne pourrait pas passer? L'Assemblée générale du RPG n'est pas un sujet régulier du journal. Oui, bien sûr. Ce n'est que lorsque le chef de l'État s'y déplace et fait des annonces qui ont une incidence sur la vie des citoyens, que l'on reprend les propos du chef de l'État qui se déroulent dans le cadre de l'Assemblée générale, bien entendu, que l'on diffuse. Lorsque le ministre Gassama s'est rendu dans les différents états-majors politiques pour faire des annonces quant à la mise en garde des politiciens qui faisaient des menaces, ou en tout cas qui employaient des propos qui étaient de nature à embraser ou en tout cas à accentuer les tensions ethniques, on a passé ces images. Il y avait l'Assemblée générale de l'UFDG. On a passé ces images. Donc, je pars du principe que si le leader de l'UFDG demande à la RTG la couverture de son assemblée générale pour une raison précise, parce qu'il ne faut pas couvrir l'assemblée pour le plaisir de la couvrir. C'est quand le chef de l'État s'y rend qu'on passe ces messages. Parce que le président de la République reste quand même le chef de l'État. Je suis désolé. Il ne faut pas aussi oublier ça. Donc c'est pas parce qu'il est à l'assemblée générale du RPG qu'on ne doit pas le passer. Quand il fait des annonces, il passe des messages importants, on doit les passer au journal télévisé.
C'est un média public, je le rappelle encore une fois. Vous avez tendance à l'oublier. Hein? C'est le même non, cas on l'a pas oublié, monsieur le ministre. Mais si le Premier ministre passe un message important alors qu'il est au siège du RPG ou qu'il est à l'hôtel Camaïen, c'est le Premier ministre, on le passe. Au-delà de la personne, c'est la fonction d'abord. Et dans ce pays-là, on a tendance à confondre les deux. C'est ça le problème ici. On a tendance à confondre les deux. Ouais. Le chef de l'État, écoutez, c'est le chef de l'État. Hein. Alors, il y a un autre problème, monsieur le ministre, c'est qu'à ce jour, les hommes politiques de l'opposition font assez peu confiance à la RTG parce que souvent ils accusent quand même cette maison de souvent transformer leurs propos. Même quand la RTG couvre leurs activités. Donc il y a cette accusation quand même qu'ils portent souvent à l'endroit contre la RTG. Et je ne sais pas si aujourd'hui dans cette émission vous pouvez nous rassurer que un journaliste qui couvre une activité par exemple de l'opposition n'est pas susceptible de sanctions, ou en tout cas le responsable qui l'a amené n'est pas susceptible de sanctions. Je vous retournerai la même réflexion émanant de moi et d'autres personnes qui disent que les journalistes de la presse privée déforment leurs propos. Qu'est-ce que vous me dites? Peut-être que c'est arrivé, j'ai des témoignages. Je suis d'accord. C'est arrivé plusieurs fois. Moi-même, j'en ai été victime il n'y a pas longtemps. Il y a un de vos confrères de je ne citerai pas son site, qui, sans vérifier l'information, apprend que les salaires ont été bloqués, il publie tout de suite un papier sur le net, sans appeler, sans vérifier, sans mener d'enquête, en opposition totale avec toutes les règles de déontologie. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? C'est un manquement au métier, il faut le dire. Voilà, donc c'est facile de taper tout le temps sur la RTG. Écoutez-moi. Il y a un problème dans la profession journalistique en Guinée, que ça soit du côté public ou privé. Il y a un problème. Il faut le reconnaître. Ce cadre de concertation, je le fais pour qu'on corrige ces manquements des deux côtés. C'est ça l'idée. C'est facile de taper sur la RTG. Mais vous, du côté de la presse privée, vous n'êtes pas meilleur. Hein? Ne vous trompez pas. On a des défauts. Parfois, vous êtes même pire. Attention. Je suis d'accord. Donc, je suis votre tutelle. Je suis la tutelle de vous tous. Public comme privé. On n'acceptera pas quand même ça. Pour moi, J'ai dit parfois. Parfois. Parce que vous avez un ton beaucoup plus libéré que les journalistes qui travaillent pour l'État. Et c'est cette liberté-là, vous oubliez que la liberté, elle a des limites. Comme on le dit souvent, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. La liberté, c'est pas du libertinage, c'est pas de l'anarchie. Elle est encadrée. La déontologie, les règles de déontologie sont là pour encadrer la liberté de presse. Mais les journalistes ont tendance à l'oublier. Et pour clôturer sur ce sujet, mettons en place ce cadre de concertation, asseyons-nous, posez ces questions là-bas. Il y aura les médias de la presse publique, il y aura les médias de la presse privée, il y aura les associations de presse, il y aura le syndicat des journalistes et la présidence sera le ministère de tutelle. On pourra débattre à bâton rompu de tous ces sujets et s'entendre sur la façon dont on va les gérer. Parce que, à contrario, nous aussi, il y a les événements de souveraineté que la presse privée ne couvre pas. Si vous ne faites pas appel, ils viendront pas. Mais c'est ce que je vous explique. Et il faut corriger tout ça. Moi, l'idée, ce n'est pas de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je suis un journaliste qui soit de la presse privée ou publique, reste un journaliste. Et moi, je suis la tutelle de tous les journalistes. Donc, je dois être équitable dans le traitement des journalistes. C'est le chef de famille de la presse. Exactement. Donc, alors, il vous appartient justement. Donc, réagissez rapidement aux documents sur le cadre de concertation. On va le mettre en place. Et là-bas, entre nous, on va laver le linge sale et on va régler nos problèmes. La question justement que je voulais vous poser, peut-être que vous l'avez compris de façon un peu plus large. Vous avez dans vos explications évoqué le fait que les hommes politiques ne faisaient pas appel justement à la RTG pour couvrir leurs activités. C'est pourquoi je vous ai expliqué le fait que les hommes politiques souvent accusent la RTG de transformer leurs propos. C'est dans ce cadre. L'accusation est dans les deux sens. Je viens de dire qu'on n'appelle jamais la presse privée pour couvrir les événements de souveraineté. Parce qu'il y a aussi une suspicion de l'autre côté concernant la presse privée. Et ce sont ces a priori et ces suspicions gratuites qui contribuent à pourrir l'atmosphère. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrête. Le code de la presse que je veux mettre en place, c'est un document qui va harmoniser et actualiser tous les documents légaux et réglementaires concernant le métier de journaliste. À cela, on va rajouter un règlement intérieur avec un aspect sur la déontologie. Au sein de ce cadre, tout le monde va accepter ce document et on va se l'imposer à nous-mêmes.
Si nous-mêmes nous respectons les règles du jeu, après c'est plus simple. Mais actuellement, il y a un peu de laisser-aller beaucoup de je sais pas, de laxisme, manque de rigueur dans l'application des règles du métier journalistique, et c'est dommage. C'est dommage parce que la presse est un pouvoir extrêmement important. Vous avez tendance à l'oublier. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la démocratie est en formation. Malheureusement, la plus grande partie de la population n'est pas suffisamment éduquée. Parce que même ceux qui sont soi-disant éduqués n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre certaines informations avec beaucoup de hauteur. Les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils entendent dans la presse ou ce qu'ils lisent sur l'Internet. Et ça conditionne leur réaction ou leur comportement social. Alors il faut faire extrêmement attention. Nous avons une responsabilité très importante, c'est celle d'éviter que ce pays-là ne s'embrase. Alors, est-ce que, monsieur le ministre, sous votre magistère, on peut s'attendre un jour dans un avenir proche, en tout cas à court terme, on peut voir des débats entre opposition et pouvoir au sein du plateau de la RTG, télévision comme radio, pour au moins, si on peut se tourner vers la question du développement pour une fois, débattre un peu des programmes de société des uns et des autres pour voir dans quelle mesure les gens peuvent orienter en termes de qualité des programmes de société des uns et des autres. On va organiser des débats, bien entendu, mais qui ne seront pas des débats politiques. Ce sera des débats qui vont tourner autour de sujets de développement, comme vous l'avez si bien dit, où on va poser par exemple une question sur notre éducation, notre système éducatif national. On va ressortir ces problèmes et on va dire qu'est-ce qu'on fait. Autour de la table, on fera venir des techniciens, on fera venir peut-être des leaders de la mouvance et des leaders de l'opposition. Parce que vous savez, ce qui est drôle en Guinée, c'est que l'opposition tape sur le pouvoir, mais propose très peu de choses. Moi, j'aimerais les entendre sur des sujets pointus. Qu'est-ce que vous nous proposez? Les sujets d'assainissement, par exemple. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec la politique gouvernementale, certes, c'est votre droit. Mais qu'est-ce que vous proposez en échange? Comment on pourrait mieux faire? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Pas sur la politique politicienne, mais sur des sujets sociaux, sur des thèmes de développement économique. Et ça, moi, je vais encourager la création et la production de ce genre d'émissions. Et j'espère que nos partenaires de l'opposition accepteront de venir jouer le jeu et d'engager les débats avec les spécialistes du sujet. Je suis sûr, monsieur le ministre, si vous l'encouragez ainsi, parce que à la RTG, dans les médias publics, nous avons des doyens, nous avons vraiment des journalistes qui seront en mesure d'animer. Quand on regarde les chaînes de la sous-région, moi je suis souvent des débats pareils, mais quand vous avez des messieurs qui sont invités, par exemple à la RTI ou la RTS, vous n'avez pas l'impression d'avoir en face un opposant, mais plutôt un citoyen qui est en train de se prononcer sur une question de développement. Mais cela part aussi de l'efficacité, si vous voulez, de la maîtrise du métier par le journaliste lui-même, parce qu'il faut éviter justement que le monsieur ne passe tout son temps à taper sur le pouvoir, ce qui va faire des réactions le lendemain, parce que le ministre de la communication va être le premier à réagir, pour ne pas dire le président ou le premier ministre. Donc moi je pense que si vous encouragez ces genres de débats, ça pourrait orienter davantage les citoyens avant même les votes, pour que les gens sachent, Paul et Pierre, qui peut faire quoi avant de proposer aux gens ou de demander aux gens de voter pour lui au moment des scrutins. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est le respect des règles du jeu. Il faut qu'on accepte de s'imposer des règles, mais surtout de les respecter. Lorsque l'on est sur un plateau télé, si on est là pour discuter d'un thème relatif à l'éducation ou d'un thème relatif au système de santé, parce que quand la crise Ebola a survenu, on s'est rendu compte que notre système de santé avait d'énormes faiblesses qui ont été depuis là, en tout cas il y a eu des tentatives de correction, parce que des centres de santé, des postes de santé, on en a construit beaucoup depuis la crise Ebola. Bref, voilà des sujets d'actualité, des sujets de société qui peuvent normalement susciter débat. Mais dans ce débat, il faut que l'on respecte les règles, il faut qu'on se respecte mutuellement, parce que ce qui, moi en tout cas, à mon avis personnel, l'une des choses qui plombe un peu le jeu démocratique dans ce pays, c'est qu'il y a un manque de respect de l'autre. On oublie très souvent, je le dis, on est opposant, on est peut-être contre la politique du gouvernement, mais il ne faut jamais oublier que c'est quand même le gouvernement. Ce sont quand même des ministres qui sont investis d'une parcelle de l'autorité de l'État. On peut être contre leur politique, mais on se doit de respecter la fonction ministérielle. Absolument. Si on respecte le passeport que l'on a, on est guinéen, on doit respecter nos autorités. Donc, ces petites règles de base, on a tendance à les oublier dans ce pays-là. Et ça, il faut ramener tout ça au cœur
du débat. Et encore une fois, dans le cadre que nous allons mettre en place ensemble, nous allons retoiletter toutes ces règles et se les imposer. Parce que si vous participez à la discussion, si on le décide ensemble, vous serez obligé de vous y tenir. Absolument. En tout cas, je l'espère. Je vous encourage, monsieur le ministre, dans cette lancée, mais je crains que vous ne manquiez d'invités s'il s'agit de parler de développement, justement, au niveau de l'opposition et de la mouvance. Parlant de ceci, je me demande aujourd'hui quels sont vos rapports avec la haute autorité de la communication. Nous avons des rapports cordiaux, en tout cas moi personnellement avec Madame Martine Condé, et je me propose de lui rendre une visite la semaine prochaine, parce que malheureusement depuis la prise de fonction, j'ai pas eu le temps d'aller lui rendre une visite de courtoisie. Ce sera fait probablement la semaine prochaine, et je pense que nous entretenons des rapports normaux, des rapports sains. Il n'y a aucun problème. Okay, peut-être une dernière question, monsieur le ministre. On est à la ligne d'arrivée de cette émission. Une dernière question. Vous allez réagir à partir de l'actualité. Le mercredi passé, il y a eu un accord politique entre mouvance et opposition par rapport aux différends électoraux. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on ait abouti à un tel accord, monsieur le ministre? Vous êtes ministre de la Communication. Je n'avais aucun doute à ce que la responsabilité allait l'emporter sur la passion. Comme l'a dit l'honorable Damaro, un mauvais accord vaut mieux qu'une petite bagarre. Il faut que la chose politique ne soit plus source de passion. Dans notre pays, il faut qu'on dépassionne les choses, qu'on dépassionne un peu le débat. Ça recoupe un peu ce qu'on disait tantôt, qu'on puisse mettre autour de la table des gens de la mouvance et de l'opposition pour discuter de sujets de société, sans que ça ne se termine en pugilat. Il faut que dans ce pays, on arrive à dépassionner le débat. C'est notre pays à nous tous. Nous sommes normalement mus, chacun en ce qui le concerne, par l'intérêt national. Nous sommes mus par le défaut. Notre volonté, c'est que ce pays avance. Enfin, je le pense, parce que personne ne peut se revendiquer guinéen et œuvrer pour la destruction de son pays. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Cet accord, ce n'est qu'un accord. Il vaut ce qu'il vaut, mais au moins, il a le mérite de désamorcer la tension sociale qui commençait à s'installer dans le pays et à permettre que l'on puisse enfin installer ces conseillers communaux et avoir des maires pour que l'architecture institutionnelle du pays retrouve un semblant de normalité. Donc moi, je ne peux que saluer cet accord et nous allons largement communiquer autour pour que les populations sachent qu'on est enfin arrivé au bout du tunnel. Une dernière question? Non, pas une question, juste une remarque. Oui, et voilà, et même pas une remarque, un petit message. Et moi, je félicite beaucoup monsieur le ministre de la Communication et de l'Information, parce que c'est d'abord jeune. Mais de l'information et de la communication. C'est pas grave. Voilà. Donc, d'abord, il est jeune, et ça, c'est une bonne remarque, et il a eu l'audace d'engager quand même des actions au sein du département que nous n'avons pas connues jusque-là. Je l'encourage à aller dans ce sens et justement à écouter toutes les parties, mais qu'il sache aussi que s'il y a des failles, nous serons là et voilà, pour le rappeler qu'il n'est pas sur la bonne voie. D'accord. Monsieur le ministre, on vous a à l'œil. Là, ça n'a. Mais c'est votre rôle, c'est tout à fait normal. Mais comme moi aussi, je vous ai à l'œil. Si vous dérapez, si vous manquez de respect vis-à-vis des autorités, le bâton va s'abattre aussi. Vous êtes jeune, vous êtes notre représentant au gouvernement, donc on ne vous laissera pas dérailler. Inch'Allah. Bon, peut-être que pas une question aussi comme Gulde, mais c'est juste pour dire qu'à l'arrivée de monsieur le ministre qu'on a connu avant à ce département, on a de l'espoir justement par rapport à tout ce qu'il a annoncé. Seulement comme Gulde l'a dit, nous sommes des amis, mais il se trouve que nous allons suivre monsieur le ministre au pas pour voir si la donne va changer, parce qu'il faut rappeler, c'est important de le dire aujourd'hui. Qui aime bien châtie bien. Bien sûr, aujourd'hui le ministre Aboubacar Sylla, qui appartient à votre gouvernement, est passé justement à la communication, et on sait aujourd'hui l'histoire est en train de dire ce qu'il a eu à faire, même s'il n'a pas terminé, parce qu'à l'époque il avait quitté un peu plus tôt, mais il y avait la volonté et il l'avait matérialisé. Et je pense qu'après lui, honnêtement aujourd'hui, moi je vous le dirais, après lui, il n'y a que vous qu'on remarque ces mêmes volontés, en tout cas pour un début, justement à la tête de ce département. C'est un département qui est stratégique, je ne vous apprends rien,
mais c'est un département qui est aussi l'interface entre le public et le privé. C'est le département le plus exposé aux médias et au public. Sinon, il y a des départements où pratiquement les gens ne vont même pas, même les médias. Mais vous êtes là, vous êtes vu, alors on vous tient et on vous suit au pas et on vous accompagne surtout. Merci beaucoup. C'est une pression de plus, monsieur le ministre, je le disais tout à l'heure. Oui, je sais. Alors, est-ce que vous avez un sujet particulier qui vous tient à cœur et qu'on n'a pas forcément débattu au cours de cette émission, monsieur le ministre? Bon, pas spécialement. Je pense que on a couvert pratiquement tous les sujets. Bon, la seule chose dont je n'ai pas parlé, qui est peut-être c'est les travaux de rénovation que nous avons déjà commencé au département. Vous avez une minute. Oui. Bon, nous avons commencé à rénover l'infrastructure du département. Les travaux vont se poursuivre à l'intérieur du bâtiment et après la saison des pluies, nous allons attaquer les extérieurs pour redonner à ce bâtiment vraiment un certain éclat qu'il a perdu au fil des années. Il est aussi prévu de reprendre les travaux du R+3 qui se trouve derrière la RTG Coloma, qui devait servir de siège pour le ministère, mais pour lequel j'ai un autre projet. Parce que dans le cadre organique du ministère, j'ai proposé la création d'un Institut national de l'audiovisuel de Guinée, qui va se charger de la gestion des archives audiovisuelles et qui va, en marge de la gestion des archives, faire de la production de contenu, la production de documentaires et mettre ces archives à la disposition des télés privées. C'est-à-dire que les archives seront gérées par cette EPA, EPIC ou EPA, on verra bien le statut, qui pourra vous donner accès vous aussi à ces archives pour les besoins de documentaires ou d'émissions. Mais bien sûr, contre rémunération pour que l'argent qui sera reversé au niveau de cet institut puisse servir à améliorer la gestion de nos archives audiovisuelles et à améliorer la production de contenu audiovisuel historique, c'est-à-dire les documentaires et tout ce qui s'ensuit. Parce que vous savez qu'avec la numérisation, on aura beaucoup plus de canaux qui vont se libérer. La RTG, après sa fusion avec, après la création de la joint venture, aura à peu près 80 chaînes à disposition. Aujourd'hui, nous n'en avons que 2. Donc, il va falloir meubler tout le reste. On accueillera quelques télés privées, bien entendu, mais il faudra qu'on crée des chaînes thématiques, des chaînes régionales, etc., pour combler, ou en tout cas pour animer ces différents canaux. Donc, il y a des chantiers intéressants, et je compte en tout cas sur vous tous pour nous accompagner dans cette œuvre en tout cas cette œuvre qui ne va pas être simple à exécuter. En tout cas, merci monsieur le ministre, merci d'être venu. Et je pense qu'on peut compter sur vous pour d'autres émissions lorsque l'actualité le commandera. Et les auditeurs, tout le monde, prenez soin de vous car la vie, on la vit une seule fois. Merci, au revoir.